Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission des coulisses d'entrepreneurs, ma nouvelle émission YouTube où je vais à la rencontre des entrepreneurs qui ont passé avec succès les premiers stades de développement. Ça y est, leur entreprise est sur les rails. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie, que je vais vous présenter dans un instant, qui est praticienne en médecine douce et plus précisément praticienne en Ayurveda. On va découvrir ce que c'est dans un instant avec Sophie. Elle a lancé son activité il y a moins de 5 ans, c'est une reconversion professionnelle. Elle a réussi à publier 3 livres en plus de son activité de consultation individuelle, des livres qui se sont vendus à déjà plus de 15 000 exemplaires, qui ont été publiés aux éditions Jouvence et Le Duc. À côté de ça, Sophie a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Les Aventures Vertes de Sophie, sur laquelle il y a plus de 16 000 abonnés. Elle a mis en place des formations en ligne qui ont été suivies par plus de 1000 personnes. Et, c'est tout nouveau, elle est également à la télé sur C8. Elle est chroniqueuse. Elle va nous expliquer tout ça dans un instant. Bienvenue Sophie. Merci Alexandre. Est-ce que j'ai réussi à faire toutes tes activités? Tu as absolument tout dit. J'ai tout dit. J'ai oublié juste le nom de l'émission de télé sur laquelle on peut te retrouver. Oui, alors c'est le Mac qui fait du bien et ça passe le dimanche sur C8 à 9h10. Est-ce que tu t'imaginais quand tu as lancé cette activité j'ai dit il y a moins de 5 ans, mais c'était il y a 4... C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Oui. Est-ce qu'il y a 3 ans, quand tu te lances à 28 ans, ouais, même 27 en fait. 27, est-ce que tu pouvais t'imaginer te retrouver sur une émission télé? Non, pas du tout. Pas en tant qu'invitée, en tant qu'animatrice. Absolument pas. D'ailleurs, je me dis toujours, mais c'est incroyable ce qui m'est arrivé. C'est un magnifique cadeau de la vie que de pouvoir partager de cette manière à plus grande audience en fait. C'est très beau quoi. Mais je m'imaginais jamais. Je m'imagine même pas pouvoir vivre de l'Ayurveda en fait. Alors, raconte-nous ce que c'est que l'Ayurveda. Moi, j'ai découvert l'Ayurveda à l'occasion d'un festival de yoga il y a 5 ans à Chamonix. D'accord, génial. Pour te faire toute l'histoire. Donc, je vais te laisser présenter l'Ayurveda 1000 fois mieux que moi, mais j'ai découvert effectivement cette manière de s'alimenter très spécifique, très personnalisée par rapport à nos besoins. Exactement. Moi, j'ai intégré beaucoup d'alimentation froide, ce qui m'a fait le plus grand bien. Et j'avais découvert cette, je sais pas si on peut dire cette médecine, ou en tout cas cette pratique, art de vivre, cet art de vivre. Voilà, tu peux dire ça. Grâce à une personne qui était présente à ce festival, qui s'appelle Camille Pelou, que je salue si elle passe sur cette chaîne, que j'ai eu ensuite en mentor dans une formation Live Mentor, et qui a publié un livre aux éditions Marabout. Donc, je sais pas si tu la connais, Camille. Du tout. Moi, je te passerai son livre, mais plaisir. vous êtes très alignés, je pense, en spiritualité. Présente-nous l'Ayurveda. Alors, en fait, l'Ayurveda, c'est une médecine avant tout, qui est née il y a plus de 10 000 ans en Inde. C'est une médecine donc indienne, mais qui peut tout à fait s'adapter dans l'Occident, et qui est en fait une médecine qui est holistique, donc c'est-à-dire qu'elle englobe la personne dans son entièreté, au niveau physique, au niveau psychique, au niveau spirituel aussi. Et effectivement, on a plein de règles de vie justement pour soutenir l'énergie de la personne, et l'objectif en fait, c'est de comprendre son terrain à travers en fait les 5 éléments de la nature, parce que l'Ayurveda dit que on est en fait comme la nature, on est soumis aux mêmes règles que celles de la nature, et du coup comprendre son essence profonde et son terrain, ça permet de vivre toute sa vie en bonne santé, en étant heureux, aligné, en comprenant ses forces et ses faiblesses. Et c'est très beau, parce que il y a aussi tout ce qui est spiritualité, donc comprendre aussi qu'on a un esprit, qu'on doit prendre soin de ses pensées, de ses émotions, et qu'on fait un tout en fait avec le monde. On dit qu'on a un microcosme du macrocosme. Et ça donne des résultats incroyables. On a des récits chaque semaine de personnes qui souffraient de problèmes de dos, par exemple, depuis des années. Ça disparaît en passant à une alimentation Ayurveda. Des problèmes parfois d'audition, des problèmes de vue, des problèmes digestifs. Tout à fait. C'est très global. Tu n'es pas d'origine indienne, je crois. Non. Tu es comme moi, tu viens plutôt de l'Afrique du Nord. Exactement, de Kabylie. De Kabylie, oui. D'Égypte, moi pour ma famille. Qu'est-ce qui t'a amené à l'Ayurveda? Comment t'as découvert ça? Alors déjà, je pense qu'il y avait une consonance aussi avec mes origines, parce que dans mes origines kabyles, justement, on soigne beaucoup avec les plantes.
avec les soins, les massages, les huiles. Ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante des soins ayurvédiques. Mais ce qui alors en fait, je pense que c'est vraiment je dis toujours, une fois j'étais en librairie, puis j'ai trouvé un livre sur l'Ayurveda et c'est comme s'il m'appelait en fait, il sortait vraiment du lot. Je pense que c'était mon heure à ce moment-là de découvrir l'Ayurveda. Et t'avais quel âge ce jour-là? J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. J'avais 25 ans. 25 J'avais ans. 25 ans. J'avais pas 15 ans, 25 ans. Ça a été très récent. Et je me souviens, donc c'est un ouvrage que j'avais trouvé et en le feuilletant, en fait, ça m'a parlé tout de suite. Et je me suis dit, bah pourquoi pas découvrir un peu plus. Et ce qui m'a plu en fait dans l'Ayurveda, c'est le fait que justement ça vienne d'Inde, d'un autre pays, que ça contraste avec tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent avec la naturopathie, mais qu'il y avait aussi des choses présentes dans la médecine chinoise qui me parlaient beaucoup, parce qu'en fait elles ont toutes la même essence ces médecines-là. Et en fait j'avais besoin aussi, enfin à ce moment-là j'étais pas très heureuse dans mon travail et je pense que j'avais besoin aussi je me questionnais sur voilà qu'est-ce que je fais dans ce monde, pourquoi, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise, c'est quoi le but de ma vie, et je pense que l'Ayurveda m'a permis aussi de répondre à ces questions-là. De base, c'était vraiment pour moi et en fait, je me suis dit bah pourquoi pas en faire mon métier pour pouvoir le transmettre aussi à d'autres personnes. Et quelques mois après, en fait, je suis partie en Inde, quoi. Je me suis dit bah allez, faut que je parte, faut que j'aille voir comment ça résonne, comment c'est là-bas, est-ce que c'est vraiment ce pourquoi je suis faite. Et je suis partie en voyage initiatique pendant 2 semaines en Inde. Ça, c'était en 2016, en janvier 2016. Et quel était ton métier juste à l'époque? J'étais ingénieure en informatique, en SIRH, système d'information des ressources humaines. Dans une grande boîte française À la Défense. À la Défense. Ouais. T'as fait combien d'années du coup là-bas? J'ai fait 4 ans. Donc à la sortie de tes études, successives. Ouais. T'as fait 4 ans en tant qu'ingénieur SI. SIRH, ouais. Donc, système d'information RH en fait. C'est tout ce qui est logiciel pour la paye, pour la gestion des ressources humaines. On est loin, on est très loin de l'Ayurveda. Tout à fait. Et donc tu fais 4 ans là-bas. Oui. Alors après t'as cette rencontre avec le livre. Ça a été vraiment ensemble en fait. Ouais. J'ai lu ce premier livre en 2015. En 2016, je suis partie en Inde. Entre 2015 et 2016, ça a vraiment macéré dans mon esprit et donc je continuais à travailler et je trouvais pas de sens et je comprenais pas en fait et étant très sensible aussi le monde de l'entreprise, ça m'allait pas en fait. Je voyais bien que j'étais pas faite pour ça. C'était pas possible de continuer comme ça. Et t'avais autour de toi des thérapeutes, des praticiens en médecine douce, enfin des gens qui pouvaient t'inspirer à changer complètement de voie professionnelle, à te dire aussi je vais pouvoir en vivre financièrement? Sincèrement, pas du tout. J'avais aucun modèle, je connaissais personne dans mes amis ou dans ma famille qui avait fait une reconversion à ce moment-là. Ça c'est venu après, mais pas au moment où j'ai pris ma décision de tout plaquer, non, du tout. Et donc la décision de tout plaquer, c'est une décision pour aller suivre une formation en Ayurveda? Alors, quand j'ai décidé de tout plaquer, j'avais déjà commencé à impulser la formation. J'étais en première année en fait. Ok. Et voyant que finalement c'était vraiment ce qu'il me fallait, je me suis concernée avec mon conjoint en fait, qui est aussi chef d'entreprise et qui m'a dit mais en fait si tu le fais pas, tu vas regretter. Ouais. Et je me suis dit ben oui, parce que derrière il y avait le chômage, j'avais encore 2 ans quand même pour terminer mes études et commencer à avoir un pied dans ma nouvelle entreprise et c'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis dit bon bah allez, fichu pour fichu, j'y vais. Et c'est une formation de combien de temps? De 3 ans et demi. Tu t'es inscrit à une formation de 3 ans et demi, oui. à temps plein, à temps partiel. Elle prend combien de temps par semaine cette formation? Alors c'était pas à temps plein, donc la première année c'était un week-end tous les 2 mois, puis la deuxième année c'était un week-end par mois, puis la troisième. En fait à chaque année différente, en fait on avait encore plus de cours. Et puis je suis partie en Inde aussi plusieurs mois pour aller travailler dans des cliniques ayurvédiques et vraiment voir aussi s'il y avait une résonance et compléter ma formation en France sur le terrain en fait avec les médecins. Et tu te rappelles du jour où tu as annoncé à ton entreprise à la Défense ton départ, comment tu l'as annoncé et qu'est-ce que tu leur as dit, comment ils l'ont pris? Ils s'y attendaient? Alors, en fait, il y a le DRH qui a voulu me rencontrer, le DRH, et parce que je connaissais quelqu'un dans les RH en fait qui m'aimait bien, et elle m'a dit attention, le DRH ne rencontre pas les gens comme ça, mais il veut te rencontrer parce qu'il veut savoir pourquoi tu veux partir. Donc du coup, je me souviens, c'était à la Défense, on a eu un moment au restaurant ensemble et je lui ai expliqué et il m'a dit mais tu as totalement raison en fait, suis tes rêves, crois en toi et moi c'est ce que j'ai fait pour mon propre parcours donc je te comprends et vas-y quoi, fonce quoi. Et en fait, il m'a encouragée, ouais.
Ça a été très beau. Je m'attendais pas à une réaction aussi bienveillante de sa part. Donc je me suis dit bon bah ça c'est un joli signe pour que j'y aille. Bon, et donc là on est en quelle année? Là on est en 2017. On est en 2017. Là tu quittes l'entreprise. Tout à fait, en avril 2017. Et il te reste du temps de formation à opérer. Oui. Et c'est parti. Et là c'était parti. Et du coup je me suis vraiment focalisée sur mes études. Mais on nous encourageait quand même à commencer à avoir des consultations pour voir aussi si ça nous plaisait et puis pour commencer à pratiquer ce qu'on apprenait. Donc ça a été dès 2018 en fait où j'ai commencé vraiment à faire les premières consultations. Ce qui est une super méthodologie de façon de pratiquer en même temps qu'on apprend. C'est hyper important en fait, c'est fondamental pour pouvoir évoluer. Ouais. Alors on va maintenant regarder les différents éléments qui ont été mis en place en 3 ans, ce qui peut expliquer là où tu en es aujourd'hui. Ton entreprise, elle tourne. On n'est pas en train de dire que c'est une multinationale avec 100 consultants, 100 praticiens et praticiennes en Ayurveda, mais tu es pas loin maintenant des 100 000 euros de chiffre d'affaires, à savoir un montant qui permet à quelqu'un de bien vivre à son compte. Évidemment, on rappelle pour ceux qui écoutent cette vidéo que 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas 100 000 euros qu'on a dans sa poche à la fin du mois. Il y a des charges, il y a des impôts, il y a tout ça. Exactement. Mais c'est en tout cas un seuil qui montre à l'indépendante, à la personne qui s'est lancée, ça y est, il n'y a pas de risque. Je vais pas finir sous un pont. Exactement. Ce qui est et moi, je viens de finir la rédaction de mon livre Entreprendre et surtout être heureux, où je parle des blessures qui mènent au burn-out chez les entrepreneurs. Il y a une de ces blessures qui est l'anxiété financière, la peur de ne pas avoir suffisamment pour vivre son activité. Chez Sophie, ça a été mis de côté. Et bravo pour ça. Merci beaucoup. Secret numéro 1 de la réussite en tant que praticienne de médecine douce, oser se positionner de manière différente que la concurrence. Alors Sophie, le positionnement. Le positionnement, quand on se lance dans le monde des médecines douces, toi tu as choisi l'Ayurveda. On en parle donc de plus en plus aujourd'hui, mais il y a 3 ans, 4 ans, c'était pas le cas. Oui. Quel est ton retour d'expérience sur ce choix d'oser une spécialisation qui n'était pas forcément populaire à l'époque, quand tu as autour de toi maintenant des aspirants praticiens en médecine douce, des aspirantes thérapeutes qui viennent te voir et te demandent « Sophie, moi aussi j'aimerais aider les autres, est-ce que tu penses que je devrais choisir les disciplines les plus populaires ?» J'ai pas les chiffres exacts, mais je suppose que la sophrologie doit être assez haut. Je dis ça avec beaucoup de précaution. Hein. Par rapport à l'Ayurveda, oui, c'est sûr. Ouais. Ça fait moins longtemps qu'on en parle. Donc, Mais quel est ton retour d'expérience à toi là-dessus? Alors, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour me faire connaître et pour, je pense, en arriver là où j'y suis aujourd'hui, c'est le fait d'avoir été dans les premières à partager en fait sur l'Ayurveda au niveau de YouTube, parce qu'en 2017, il y avait pas beaucoup en fait de vidéos qui existaient sur cette thématique. Donc je me suis dit justement je vais saisir cette opportunité là aussi pour pouvoir vulgariser et expliquer sur YouTube qu'est-ce que l'Ayurveda, parce qu'il n'existe rien en français. Et ça a pris tout de suite justement parce qu'il y avait pas énormément de vidéos à ce moment-là en 2017. Aujourd'hui, on a beaucoup plus. Mais elle continue toujours du coup à m'aider à me référencer, et je pense qu'il faut oser aussi, même s'il y a des thématiques dans lesquelles des thématiques où il y a beaucoup de vidéos, peut-être aussi aborder les choses sous un autre aspect, avec un point de vue qui soit vraiment original. Ça attire du monde vers soi. Et puis partir de sa passion, ce qui nous parle à nous le plus, et même si c'est très spécifique, même si c'est un domaine qui peut sembler très réducteur, en fait il l'est pas. Il faut mieux parler très bien à un petit nombre de personnes quand on se lance dans les médecines douces, dans les thérapies de manière générale, qu'essayer de parler de manière très large. Si demain je me lance en tant que thérapeute et je dis que j'aide des personnes à surmonter le problème des pervers narcissiques, je suis sur quelque chose d'extrêmement large, extrêmement large. Si par contre je propose par exemple de travailler avec l'hypnose spécifiquement pour surmonter la peur de conduire, ou de surmonter spécifiquement une forme d'addiction, l'addiction au travail ou l'addiction au tabac, là tout de suite
mon positionnement va être plus efficace parce qu'il va beaucoup plus coller à ce qui moi me parle et m'anime. Et toi, ce que je sens, c'est que il y avait depuis le début l'envie globale d'aider les gens. T'en as parlé, t'as parlé de la spiritualité, t'as parlé de la recherche de sens, mais il y avait surtout un amour spécifique pour l'Ayurveda. Et c'est ça qu'on sent dans tes vidéos, quoi. C'est que l'Ayurveda, indépendamment de tout le reste, c'est ton truc. Oui, c'est ma passion, c'est ce qui m'anime, c'est vrai. Et quand tu disais ça, de se spécialiser aussi, et de vraiment se nicher, en fait, au début, on sait pas trop où aller justement. Qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce que les gens attendent en fait au niveau de l'Ayurveda, parce que c'était les débuts, donc je savais pas en fait ce que les gens attendaient de moi. Et le fait justement de parler de différents domaines et d'être vraiment aux aguets, de voir comment ça réagit, qu'est-ce qui va susciter justement l'engagement, ça m'a permis aussi d'après par la suite d'avoir des thématiques vraiment engageantes et qui me permettent après justement de créer des produits pour pouvoir les vendre par la suite. Donc je pense qu'au début, quand on sait pas, faut aussi se laisser le bénéfice du doute et oser quand même avoir des sujets peut-être un peu plus larges au niveau de... Parce que l'Ayurveda, c'est une niche en soi, mais dans l'Ayurveda, il y a encore des sous-niches. Et des fois, on sait pas, en fait, dans quoi se nicher forcément. Et comment tu présenterais l'Ayurveda? Voilà, c'est pas le thème de toute notre vidéo ensemble, mais je trouve ça quand même génial de aussi te laisser l'opportunité de présenter cette discipline. Donc, si tu veux nous dire, voilà, deux mots sur l'Ayurveda, tu es la bienvenue. Alors, donc l'Ayurveda, c'est une médecine, avant tout. Une médecine indienne, donc globale, comme je disais, qui est holistique, ça c'est extrêmement important, et qui comment dire ça, qui est là en fait pour se respecter dans tous ces domaines, c'est-à-dire dans ses qualités, dans ses forces, dans ses faiblesses. C'est apprendre à vivre vraiment en osmose avec soi. Et pour ça, c'est comprendre ce qu'on appelle la prakriti, sa constitution de naissance, pour voir qui on est vraiment. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement d'après en fait adapter sa routine de vie par rapport à ce terrain-là. Donc savoir par exemple dans la journée à quel moment on a plus d'énergie, à quel moment on doit se coucher, se lever, qu'est-ce qu'on doit manger dans son assiette pour pouvoir être en bonne santé digestive, quelles sont les activités sportives qu'on doit faire aussi pour soutenir son énergie. Donc il y a plusieurs profils en fait, peut-être pas je sais pas si. Oui. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle les doshas, ce sont les énergies vitales qu'on appelle aussi les défauts. Et il y en a 3. Donc il y a Vata, qui est l'énergie de l'air et de l'espace. C'est le mouvement, ce sont les personnes qui sont très créatives en général, qui sont assez rachitiques aussi, qui sont assez minces, qui peuvent partir dans tous les sens et manquer d'ancrage et qui ont une communication qui est très facile, qui aiment bien voyager. Il y a beaucoup de mouvements en fait chez ces personnes-là. Donc déjà, je vais parler des 3 doshas, puis après je parle des constitutions. Ensuite, on a Pitta, ça c'est le feu. C'est moi ça. Oui, je pense que toi, tu as de la terre aussi. C'est du feu et de l'eau. Et en fait, ce sont les personnes qui sont beaucoup dans l'action, dans l'intellect aussi, dans le mental, qui sont assez courageux, qui peuvent être assez colériques aussi, qui ont faim tout le temps et qui sont assez moyens dans leur structure. Et puis Kapha, c'est la terre et l'eau. Là, ça donne plus de force, de robustesse, d'endurance aussi. Ce sont des gens qui sont qui prêchent pour l'harmonie, pour l'amour, pour l'écoute, qui sont forts aussi, c'est-à-dire qui se déséquilibrent pas facilement. Et en fait, donc de ces 3 doshas, on a après des constitutions, parce qu'on peut avoir juste un seul dosha dominant, donc être Vata, Pitta ou Kapha, ou avoir un mix. Et ça, c'est un mixte. Et ça, c'est souvent le cas en fait. Donc soit être Vata Pitta, Pitta Vata, Pitta Kapha, Kapha Pitta, etc. Et en fonction de ça, en fait, ça va nuancer justement, nuancer les qualités, les défauts de la personne et ce qu'elle doit mettre. Donc par exemple, si je prends le cas d'un Pitta Kapha, donc à beaucoup de feu et beaucoup d'eau et de terre, eh bien, il va devoir avoir des choses qui vont le rafraîchir, mais pas que, parce qu'il a aussi une énergie froide. Donc il va devoir aussi être réchauffé par les épices, par exemple, ou pas manger des choses trop grasses. Donc voilà, ça permet aussi de comprendre comment s'équilibrer. Et en fait, quand on comprend l'Ayurveda, on se dit que c'est hyper logique, quoi. Effectivement, le feu, comment on atténue le feu, on essaye de ralentir le rythme, on essaye d'avoir du bois autour de soi, d'aller faire des balades en forêt, de se balader au clair de lune quand on peut. Enfin, c'est ces choses-là, de pas travailler sous le soleil ou à côté d'un radiateur pour pas trop faire monter la chaleur, de pas manger trop épicé. Enfin voilà, c'est vraiment des règles très logiques et qui parlent souvent aux gens. Moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous regardent à aller suivre ta chaîne. Je suis pas
je suis pas totalement dedans au sens où toute mon alimentation n'est pas Ayurveda, mais depuis cette session que j'ai mentionnée en 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus exactement, mais sur la médecine Ayurveda dans cette conférence à Chamonix, j'ai mis en place certains changements, notamment de ne pas manger au déjeuner des plats trop chauds, plutôt des plats froids. Ça a bouleversé mon niveau d'énergie. Ça a complètement bouleversé mon niveau d'énergie. J'avais tout le temps l'habitude à 14 heures de piquer du nez et d'être inopérant de 14 à 17 heures. C'est très courant. Et changer ça, vraiment ce tout petit changement, en fait, littéralement, a transformé ma vie professionnelle. Enfin, je suis vraiment convaincu que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait ces dernières années sur Live Mentor sans appliquer certains principes de la médecine Ayurveda. Et je trouve que ça donne, qu'on aille loin ou pas dedans, ça donne une conscience de l'importance de l'alimentation. Tout à fait. Qui est ce qu'on met dans notre corps, littéralement. On a un contrôle dessus. C'est ça. Ce qu'on met dans notre corps, ce qu'on pense aussi, parce que l'Ayurveda dit que l'alimentation, c'est tout. C'est les relations que tu vas avoir avec les gens. C'est ce que tu vas mettre sous tes yeux au quotidien. C'est les émotions que tu vas avoir. C'est tout ça, en fait. Et effectivement, il y a l'alimentation, puis il y a tout le reste. Comment tu prends soin de tes 5 sens, en fait, dans ton quotidien. Et quand on se pose la question, c'est intéressant de voir, effectivement, comment on nourrit l'ouïe, comment on nourrit la vue, comment on nourrit son odorat, son toucher, comment on nourrit tout ça, en fait, pour justement, être bien et avoir un système qui fonctionne de manière optimale. Peut-être dernière question sur ce sujet du positionnement. Toi, ça commence par un livre sur l'Ayurveda que tu vois et qui t'appelle. Oui. Oui. Et puis ensuite, tu rentres dans cet univers, tu rentres dans ce monde-là. Est-ce que tu as eu des peurs, au sens un syndrome de l'imposteur? Quand tu es allé en Inde, tu l'as mentionné, te former auprès de certains maîtres en Ayurveda. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, mais attends, moi, j'ai pas fait d'études de nutrition, j'ai pas, je viens d'un parcours académique en école de commerce, et puis ensuite, j'étais dans les SI, dans les systèmes d'information et logiciels de paix. Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti un peu mal à l'aise face à ton envie de te positionner sur quelque chose de très spécifique et en plus sur une médecine qui a plus de 10 000 ans, donc dont la littérature est technique. C'est une très bonne question et oui, je pense que j'imagine que ça arrive à tout le monde au bout d'un moment, enfin surtout au début quand on se lance, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai eu pour ne pas faire exception et ça a été, on va dire les 2 premières années vraiment où j'ai fait les consultations. Et à un moment, ça a switché, mais au début, je me disais, mais j'ai peur, en fait, parce que ça donne aussi une responsabilité vis-à-vis de ton client, de sa santé. Il faut faire attention. Donc, de toute façon, je demandais toujours, voilà, quels sont vos besoins pour savoir vraiment si je pouvais répondre. Et si je pouvais pas répondre, je l'aiguillais vers un professeur ou vers quelqu'un d'autre qui soit en tout cas plus avancé que moi. Mais au début, oui, j'ai vraiment eu peur, en fait, de faire du mal et peur aussi de faire n'importe quoi. Et puis en fait, en ayant le retour aussi de mes clients, petit à petit, en ayant des retours positifs, je me suis dit en fait, je suis capable, ce que je fais, ça marche. Enfin, ce que je propose, ça marche. Et je pense que c'est vraiment avec le retour de mes clients que j'ai pu nourrir ma confiance en moi et voir qu'en fait, je pouvais avoir cette posture-là et que j'aidais vraiment et que ça avait des effets positifs. Donc je pouvais croire en moi, croire en ce que je faisais et que c'était parti, quoi. Mais ça a mis bien 2 ans avant vraiment que je sois dans une posture de praticienne qui ait confiance en elle. mais dès le début, tu as pratiqué et on va y revenir dans un instant plus tard dans l'interview. J'aimerais beaucoup t'entendre sur le développement des compétences entrepreneuriales, dont l'audace en parallèle. On l'entend en fait là en parallèle de ta montée en compétences techniques sur l'Ayurveda, sur la manière d'accompagner quelqu'un. Il y a aussi des compétences entrepreneuriales qui sont vraiment clés. Deuxième secret pour réussir en tant que praticienne médecine douce, créer une communauté en ligne le plus tôt possible. Sophie, tu l'as mentionné dès tes études. Tu as monté une chaîne YouTube, cette chaîne YouTube, Les Aventures Vertes de Sophie. Elle compte 16 000 abonnés aujourd'hui. Combien de vidéos sur cette chaîne? 95 vidéos.
95 vidéos. Oui, c'est pas beaucoup. Ah, c'est beaucoup, moi je trouve. C'est pas beaucoup. Moi je trouve que c'est beaucoup. Ah bon en 3 ans. Et tes meilleures vidéos, c'est lesquelles et elles ont c'est les combien de vues? premières en fait sur les constitutions ayurvédiques. La toute première que j'ai fait, je crois que c'est 45 000 vues, quelque chose comme ça. Et ouais, sur les doshas et les constitutions ayurvédiques, c'est vraiment celles qui ont le plus marché. Et pour que les gens se représentent bien ce que c'est comme vidéo, tu les as tournées comment? En webcam, avec un iPhone? Alors avec un appareil photo, mais au début qui était pas terrible en fait. Je crois que c'était un vieux Sony qu'on m'avait offert avec un petit trépied, même pas de lumière en fait. C'était vraiment la lumière du salon, dans mon salon justement, Très bien. à la lumière du jour. Enfin vraiment fait de briques et de broc quoi. Ouais, mais c'est ça, tu connais, tu sais ce que nous, Oui. c'est ce qu'on défend évidemment dans les formations, c'est de se lancer, c'est de faire, Exactement. quel que soit le niveau de qualité. Là, ce qui compte, c'est ce que tu dis, c'est la passion que tu mets. Tout à fait. Et moi, je donne maintenant tout le temps cette métaphore du studio de télé, d'une chaîne d'information que je mentionnerai pas, mais cette grande chaîne d'information m'a invité il y a quelques mois pour faire une grande annonce sur la levée de fonds de Live Mentor. L'expérience qu'on vit, c'est d'être convoqué à 6 heures du matin dans des studios. Oui. La personne, le journaliste qui va vous faire venir, va vous interviewer, n'a même pas pu prendre le temps de vous parler avant que vous soyez sur le plateau. Vous arrivez sur le plateau, on vous dit c'est à vous, on vous pousse. Ça y est, on est en ligne, vous avez 8 minutes top chrono, c'est fini. Donc évidemment, le journaliste ne peut pas transmettre forcément sa passion pour le sujet, et même pour vous en tant qu'invité, c'est dur de transmettre votre passion. Alors que là, tu es chez toi, t'as pas la meilleure caméra, t'as pas la meilleure lumière. Par contre, ce que t'as, c'est ta passion, c'est ton intérêt pour l'Ayurveda, c'est tout ce que t'as à dire. Et ça vaut tout la configuration technique du monde. Absolument. Et les gens le ressentent ça en fait. Les énergies, la vibration que tu vas mettre, la motivation, l'énergie, tout ça, ça se transmet. Et je pense que c'est vraiment ça qui va capter ton audience au-delà de la meilleure, voilà, avoir une super caméra, une super lumière. La preuve, hein, c'est que ce sont celles qui ont pu se marcher, alors que c'est là où j'avais le moins d'équipement en fait. Et alors, ça t'a permis de créer une communauté en ligne. Oui. À savoir un ensemble de gens, d'individus qui ont le même intérêt que toi pour l'Ayurveda et qui veulent en savoir plus. Tu as commencé par la chaîne YouTube qu'on a mentionnée. Tu as aujourd'hui une newsletter. Oui. Tu es aussi présente sur Instagram. Oui. Raconte-nous concrètement quel effet levier ça a eu sur ton entreprise de créer une communauté en ligne. Je pense que tout est parti là en fait, surtout quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les gens m'ont fait tout de suite confiance. Et je me souviens que quand j'ai lancé, c'est là où j'ai eu beaucoup de demandes en fait de consultation. À ce moment-là, quand j'ai parlé des doubles constitutions, des constitutions ayurvédiques, surtout via YouTube, parce que justement, comme tu disais, ça laisse le temps en fait de vulgariser, d'approfondir, de faire passer des messages, de vraiment expliquer ce qu'on représente ou ce qu'on veut faire passer. Et je pense que ça a mis en confiance en fait. Donc YouTube, ça m'a permis de commencer à avoir mes premiers clients comme ça. C'est tes premiers, les premières personnes qui t'ont fait confiance. C'était via YouTube. T'ont découvert via YouTube. Exactement. Et t'ont contacté en message via la chaîne pour te dire Sophie, est-ce que je peux avoir une consultation? Ça s'est passé comme ça. Et du coup, YouTube m'a mis en confiance. Du coup, après, j'ai développé Instagram. Ça, c'est arrivé par la suite, Instagram. Facebook, c'était en même temps aussi. Et pareil, alors Facebook, c'était vraiment relié à mon blog, parce que ça, j'ai oublié de le dire, mais donc j'avais un blog aussi en même temps que ma chaîne YouTube. Et du coup, ça me permettait et de développer à l'écrit et de développer en vidéo, et des sujets aussi sur la santé, tout ça. Et je pense que c'est vraiment les deux, le blog et la chaîne YouTube qui m'ont permis d'avancer rapidement en fait, parce que je voyais mes camarades de classe, elles n'y arrivaient pas en fait, elles n'arrivaient pas à se faire connaître et c'était dur pour elles d'avoir des clients. Mais c'est très dur quand on se lance à son compte en tant qu'entrepreneur, mais peut-être encore plus spécifiquement en tant que thérapeute ou praticien en médecine douce. Si on ne crée pas de communauté en ligne, dans quoi est-ce qu'on va se retrouver? Exactement. On va se retrouver dans ce que j'appelle les 3 pièges. Premier piège, les annonces au magasin bio. Ah oui. Tu vas dans n'importe quel magasin bio, tu as une tonne de stickers
pour des praticiens en médecine douce, ce qui peut se comprendre parce que évidemment, si les personnes qui décident de faire attention à leur alimentation, essaient d'avoir des bons produits, vont souvent faire appel à des thérapeutes ou des praticiens en médecine douce. Mais comment Après, ça peut être intéressant, par exemple, si tu veux faire des ateliers dans les magasins bio, commencer à apprendre à poser ta voix, à animer, c'est vachement formateur. Ça, complètement. Les ateliers dans les magasins, complètement. Oui. Mais en tout cas, tout miser sur les stickers, les petites affiches, ça, c'est compliqué. Ça va être laborieux. Le deuxième problème, c'est les annuaires en ligne. Si on ne repose que sur les annuaires en ligne et qu'on n'a pas à côté une manière de transmettre son message, on subit un problème assez similaire à ce que subissent les développeurs freelance, les personnes qui se retrouvent à offrir des services X ou Y et sont mis en concurrence, sont mis en comparaison. Ouais. Et donc c'est dur surtout à vivre individuellement parce qu'on a l'impression d'être un numéro, voilà, dans une chaîne de numéros et qu'on nous choisit en nous comparant avec plein d'autres gens, c'est très désagréable. Surtout quand on s'est fait pour mission d'aider les autres. Et après, il y a un troisième problème dans ton secteur d'activité spécifiquement, tomber sur la mauvaise personne, à savoir avoir quelqu'un qui vient nous voir avec des attentes déraisonnables. Et typiquement, moi, je compte plus le nombre de thérapeutes ou de praticiens en médecine douce qui me disent ma pire histoire, c'est quelqu'un qui m'a contacté via les pages jaunes, qui n'avait rien regardé de ce que je faisais, qui n'avait pas vu mon site internet, qui n'avait pas vu mon blog, etc. et qui pensait que j'allais pouvoir guérir son cancer en une séance et qui ensuite me met un avis horrible sur internet. Et toi, dis-moi si c'est vrai ou pas, mais je fais l'hypothèse que grâce à tes vidéos YouTube, les personnes qui t'ont contacté avaient passé déjà peut-être 1 heure, voire 2 heures, voire peut-être même 5 heures en vidéo avec toi et savaient exactement ce qu'elles allaient te demander. Absolument. J'ai jamais eu ce cas, par exemple, de quelqu'un qui me demande quelque chose qui n'est pas dans mon champ de compétences. Ça a dû arriver peut-être 1 ou 2 fois, vraiment. Donc oui, je pense qu'il y a eu un filtrage aussi et du coup avec la vulgarisation, les gens savent à quoi s'attendre. En plus, j'ai fait une vidéo sur comment ça se déroule une consultation, enfin comment on connaît son profil, etc. Donc les gens ont les armes en fait et ont les informations. Et sur mon site aussi, j'ai fait en sorte qu'ils comprennent ce que ça comprend et que ça ne remplace pas un traitement, par exemple médicamenteux ou quoi que ce soit. Tout ça, je l'ai bien vulgarisé et expliqué sur mon site internet aussi. Combien de personnes te contactent chaque semaine pour une consultation, Sophie? Récemment. Ouais. Parce que ça change vraiment. En moyenne sur une semaine. Ouais, en moyenne, quinzaine de personnes. À peu 15 près. Personnes par semaine. Et tu peux évidemment pas les prendre, je suppose. Non. Surtout qu'en ce moment, je ralentis vraiment les consultations. Ouais. Mais ça, voilà, juste pour inspirer toutes les personnes qui hésitent à se lancer en tant que thérapeute ou praticien en médecine douce, 15 demandes par semaine. Des personnes qualifiées, des personnes intéressantes, des personnes motivées, des personnes qui ont fait l'effort de se renseigner par elles-mêmes, des personnes qui, en fait, vont aussi t'apporter beaucoup. Moi, je fais souvent le parallèle avec le rôle de coach, même si nos métiers sont différents, évidemment, mais il y a quand même ce point commun de donner de l'énergie. C'est-à-dire que quand tu fais cette activité, toi, tu es en consultation individuelle d'Ayurveda, tu vas donner beaucoup à la personne, tu vas rentrer dans ses problèmes, tu vas parfois devoir écouter une détresse émotionnelle. J'ai le même rôle quand j'accompagne les entrepreneurs et c'est par conséquent assez essentiel sur le long terme, à mon sens, d'avoir une communauté en ligne, car c'est ce qui te permet d'attirer des personnes qui ont le même niveau de vibration et qui vont te donner en retour l'énergie dont tu as besoin pour te ressourcer. Aujourd'hui, il y a un désert médical. On en entend parler dans toutes les télés, toutes les radios. C'est le grand débat. Alors, je rentrerai pas dans les chiffres, mais je crois pouvoir dire qu'on met pas assez d'argent dans les hôpitaux publics. Mais en plus de pas mettre assez d'argent, indépendamment du nombre de lits dont on dispose, on a des gens qui quittent les hôpitaux parce qu'ils en ont marre de faire cette activité, ce métier. Parce que la manière dont il est pensé dans ce cadre-là traditionnel ne leur permet pas de se ressourcer.
leur permet pas de se régénérer. Et voilà, toi, ça fait 3 ans. Je pense que est-ce que tu as l'impression que ta communauté en ligne t'a donné l'énergie aussi nécessaire, indépendamment de la capacité à faire connaître ton activité entièrement? Est-ce que tu as l'impression qu'elle t'a donné l'énergie nécessaire pour lancer de nouveaux projets dont on va parler dans un instant? Ah mais totalement, parce que en fait à chaque fois je leur demande voilà est-ce qu'ils sont intéressés, je fais des sondages aussi pour vraiment leur demander ce qu'ils veulent et à chaque fois c'est oui bonne idée et en fait comme ils font il y a vraiment un retour qui se passe en fait sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube, Facebook ou Instagram et ça me nourrit en fait. Je me dis bon bah c'est la bonne direction, on co-crée aussi ensemble. Ouais. Et ça c'est très important pour moi, c'est de co-créer avec la communauté. La communauté pardon, c'est vraiment de partir de leurs besoins, de leur demander ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent en fait de ces produits-là. Typiquement mes ateliers, mes e-books, je leur demande à chaque fois. Et du coup voilà, il y a un retour de leur part et effectivement je me dis bon bah s'ils sont là, c'est que j'ai la place pour pouvoir créer des projets, des produits, écrire des livres et ils seront là et ils ont été au rendez-vous justement pour les ouvrages. Et ça, c'est extrêmement nourrissant, ouais. Il y a vraiment un retour, en fait. C'est une balance, en fait. J'aime beaucoup l'image de la balance. Je pense qu'elle est très juste. Secret numéro 3 pour développer une activité résiliente en tant que praticien ou praticienne médecine douce, diversifier ses activités. Alors Sophie, je l'ai mentionné dans l'introduction, mais je rappelle tes différentes activités. Des consultations individuelles. Oui. 3 livres. Une formation en ligne, des e-books. Oui. Il y en a combien? 6. 6 e-books. Oui. Qu'on peut donc se procurer ou qu'on peut acheter sur ton site internet. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des conférences, des ateliers? Oui, il y a des ateliers. Ça ne m'étonnerait pas. Oui, des ateliers que tu donnes en présentiel, en ligne. Alors au début en présentiel et après en fait c'est disponible en replay. D'accord, très clair. Et là, donc, on a fait le panorama global. Il y avait les plantes ayurvédiques aussi à un moment. Je vendais des plantes ayurvédiques, ouais, sur mon site. Et puis, j'ai arrêté parce que ça me demandait trop de temps et j'arrivais plus à faire tout, en fait. Ah oui, tu devais gérer la logistique, envoyer les plantes. Exactement. Ah oui. C'est impressionnant. Et alors, quel est l'avantage pour toi d'avoir toutes ces activités différentes? Quels sont les avantages d'avoir ce catalogue d'activités très différents? Alors, les avantages, déjà, c'est qu'il faut savoir que les consultations, c'est très énergivore. Comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on est vraiment dédié à 100% à la personne et que le temps, il n'est pas extensible. Donc, il y a un moment, en fait, où tu peux pas dépasser un certain nombre de consultations et par respect pour toi et par respect pour les personnes qui viennent te consulter. Donc, si tu veux développer d'autres projets et aussi toucher d'autres personnes, il y a un moment où tu es confronté à tes limites, en fait. Donc moi qui suis passionnée par l'écriture, du coup j'ai créé en fait des e-books sur les saisons et l'Ayurveda et pareil, ça n'était pas encore très connu en fait à ce moment-là, c'était en 2018 et tout de suite, mais vraiment tout de suite ça a pris et les gens les ont achetés et je me suis dit punaise, il y a quelque chose à faire et je me suis rendu compte qu'en fait ça me dégageait du temps parce que ça me dégageait de l'argent. Donc je pouvais derrière en fait réfléchir à d'autres projets et pas forcément être que dans les consultations tout le temps parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire tout le temps. Dans la semaine, par exemple. Il y a vraiment 3 jours dédiés à ça et le reste du temps de la semaine, j'ai envie de faire des projets. Et du coup, c'est vraiment les e-books qui m'ont montré que c'était possible, en fait, de créer du revenu passif aussi. De me libérer du temps. Et parce que c'est important de pas toujours faire la même chose, je pense, quand on est quand on est entrepreneur, au bout d'un moment, tu étouffes à faire toujours la même chose. Même quand on est praticien ou thérapeute. C'est bien de pouvoir jongler entre plusieurs activités pour avoir de l'air. Moi, je dis des moments de respiration dans sa semaine, changer. Et ça permet aussi d'avoir une autre acuité mentale et d'être vraiment disponible avec les personnes qu'on suit. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, avec les e-books et les ateliers. Et ça permet aussi de toucher des gens d'un spectre plus large, en fait, au niveau de la France ou même, j'ai des clients au Canada, aux États-Unis. Donc, c'est génial. Et ça permet d'aller rencontrer d'autres personnes sur d'autres sujets et là il y a plus spécifique aussi. Et il y a un point, je pense, riche en apprentissage pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Tu commences avec des e-books. Oui. Et pas avec des livres. Oui. Tu choisis l'option qui te permet de faire. Je vois beaucoup trop de personnes ralentir, hésiter, procrastiner en se disant non mais il faut que j'attende d'être en contact avec un éditeur pour pouvoir diversifier mes activités. Non, toi tu fais un PDF
Et j'ai un scoop, c'est que c'est grâce aux e-books que j'ai été contactée par les éditions Jouvence, en fait. J'en suis certain. C'est ça qui m'a permis après d'écrire les livres. C'est grâce aux e-books. Et avant qu'on arrive au livre, donc ces e-books, tu les fais sur un Google Doc, un Word, tu les passes sur PowerPoint. PowerPoint, tu les passes en PDF. Exactement. Et tu mets en place un système pour que les gens puissent l'acheter. C'était quoi? C'était un WordPress? Ouais, c'était sur mon blog WordPress exactement et sur Wix en fait, sur mon site internet qui va changer, mais en tout cas qui était sur Wix à ce moment-là, avec une petite boutique en ligne vraiment tout simple. toute simple. Tout simple. Et du coup, je faisais des renvois avec ma chaîne YouTube et je mettais des liens pour que les gens puissent les voir. Et ça, c'est déjà ce que j'appelle un peu le premier sens de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'assez tôt, tu as travaillé à la fois dans ton entreprise et sur ton entreprise. Exactement. Ce double regard. Je suis en train de faire des consultations, de faire mes vidéos YouTube, et puis je prends un peu de recul et je me dis, bah oui, mais sur mes vidéos YouTube, j'ai plein de personnes qui regardent. Je peux pas tous et toutes les avoir en consultation individuelle. Et puis en plus, il y en a pas mal qui sont pas dans ma ville, qui sont au Canada, c'est assez loin. Je vais peut-être pas leur demander de prendre un billet d'avion. Comment je condense tout ce que je sais dans quelque chose qui peut leur permettre d'avancer sur leur chemin et de peut-être mieux communiquer avec un autre praticien ou une autre praticienne en médecine douce plus près de chez eux, avec un e-book. Quel était le prix de tes e-books quand tu as commencé? Alors c'était le plus bas c'était 12 € et le plus élevé 19 €. Et tu as essayé de les mettre sur des plateformes type Amazon ou autre, ou tu as toujours fait sur ton site internet? En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que comme je l'ai fait sur PowerPoint, je pouvais pas après l'adapter sur Amazon. Donc j'ai pas pu le mettre en ligne sur Amazon, et heureusement puisque du coup après ça s'est transformé en livre, pardon. Et du coup, ils étaient disponibles sur Amazon et je pouvais pas les vendre sur Amazon. Alors le livre justement. Donc tu diversifies d'abord avec les e-books et ensuite les livres arrivent. Et ensuite, j'ai été contactée par une responsable éditoriale chez Jouvence qui m'a dit mais j'ai vu vos e-books, je suis très intéressée, est-ce que vous pouvez me les envoyer? Donc je les ai envoyés, elle les a lus et puis et pourquoi pas les adapter en livre? J'ai dit bah OK, banco, et voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Je rappelle que un Français ou Française sur 2 rêve d'écrire un livre une fois dans sa vie. Ah oui. C'est une statistique incroyable. Ah, je pensais pas que c'était autant. C'est incroyable. Il y a un Français ou une Française sur 3 qui à un moment est dans une dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il y a un moment songe à créer une entreprise. Un Français ou Française sur 2 qui veut écrire un livre. C'est fou. Les maisons d'édition sont inondées, elles reçoivent des manuscrits mais en quantité. Moi, depuis que j'ai vu ça de mes propres yeux avec mon éditeur, j'oublierai jamais. C'est dingue. Très sollicité. Très sollicité, mais là, ton exemple montre l'autre manière de faire. Au lieu de m'essouffler, de m'épuiser à écrire à des éditeurs et des éditrices, je me concentre sur ma communauté, je me concentre sur mon contenu, je crée quelque chose à mon échelle, comme tu l'as super bien fait, et on vient à moi. C'est-à-dire que ce que j'envoie en extérieur, je le reçois en retour. Et là, sans que tu n'aies rien à faire, Jouvence, on les a pas présentés, mais c'est une maison d'édition quand même de référence. C'est une belle maison d'édition. C'est pas n'importe qui sur les thématiques de bien-être, d'alimentation, etc. Et puis après, il y a eu Le Duc, un éditeur qu'on partage. C'est aussi mon éditeur, qui est aussi un éditeur de référence. Qui est une grande maison d'édition pour le coup, Démonrationnel. Et pareil, c'est eux qui sont venus me chercher aussi pour parler de ça, et j'en revenais pas quoi. Et à chaque fois on se demande mais comment vous m'avez trouvé? C'est votre blog, YouTube. Et donc, voilà. Et alors après, sans forcément rentrer dans tous les détails des contrats, parce qu'il y a des choses qui peuvent être confidentielles, mais ce qu'on peut dire, c'est que avoir développé sa communauté en ligne est aussi un levier pour être d'égal à égal avec l'éditeur, pour pouvoir dire sur les conditions d'avance, sur les cessions de droits d'auteur, j'ai quand même cette communauté qui me suit. C'est quand même compliqué. C'est compliqué. C'est hyper compliqué. Surtout quand tu n'as jamais encore écrit de livre et que du coup t'as pas vraiment d'argumentaire au niveau des ventes. Une fois que t'as écrit que ça se vend bien, là tu peux argumenter, mais au tout début c'est compliqué, même avec la communauté. Parce que ils ont l'habitude aussi d'avoir des gens avec des grandes communautés beaucoup plus grandes que la mienne, très souvent. Pour la négociation, au début, faut pas être trop gourmand. Je t'enverrai en tout cas un article que j'ai écrit qui pourrait t'intéresser. D'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis là, tu l'as mentionné à demi-mot, mais c'est vrai que quand on diversifie
ses activités en écrivant un livre avec un éditeur, il ne faut pas le faire pour le chiffre d'affaires. Exactement. Ça, on est d'accord. Exactement. On est complètement d'accord. Il faut le faire pour la notoriété. Il faut le faire fait. parce que c'est un super projet. Ça nous permet d'être présent en librairie. Mais on va beaucoup moins gagner qu'avec des e-books, par exemple. Ah ben non, mais c'est clair. C'est pas c'est le jour et la nuit. Hein. Concrètement, pour un primo-auteur, les droits d'auteur en France sont en moyenne entre 5% et 11, voilà, 11, ouais, 12. 5-8, c'est plus courant, et quand t'as de la chance, ça dépasse. Ouais, donc, j'avais beaucoup négocié. Bravo. mais effectivement, voilà, on a, que ce soit 12 ou que ce soit 6, ça, au final, ça revient un peu la même chose. Oui, tout à fait. Parce qu'on parle de 6 ou 12% sur un prix à 22 €. C'est vrai. C'est pas le sujet du tout de cette interview, sinon c'est une parenthèse énorme, mais je t'enverrai un article que j'ai publié récemment. D'accord. Où j'explique une troisième voie entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle, qui consiste à signer avec un éditeur uniquement pour les ventes en librairie. D'accord. Et signer avec l'éditeur la possibilité de toi vendre sur ton propre site tes livres je savais pas en les imprimant au prix négocié par l'éditeur. Ce qui fait que c'est ce que j'ai fait pour mon deuxième livre, Entreprendre et surtout être heureux. Sur les ventes en librairie, Live Mentor ne touche pas grand-chose. On a mentionné les pourcentages, hein, 6, 10, 12%. Par contre, quand quelqu'un vient sur notre site internet et commande le livre chez nous, le rapport est complètement inversé. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Les personnes qui ont des communautés en ligne peuvent être en position de force. D'accord. Quand ils arrivent à prouver que c'est la communauté qui commande le livre et que ça vient de toi. Évidemment. Donc en tout cas, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. On pourra en parler après. Avec plaisir. Mais donc tu as fait les e-books, les 3 livres et la formation. Quand est-ce qu'elle arrive cette formation? Et la formation, alors, présente-nous peut-être la formation déjà. Oui, alors c'est une formation donc en ligne sur le cycle féminin et l'Ayurveda. Donc pour apprendre aux femmes en fait à bien vivre leur cycle menstruel avec l'alimentation, les plantes, le yoga, la philosophie du ayurvédique. Et c'est des vidéos, des podcasts et du support écrit. Et donc ça je l'ai sorti en 2019. 2019 ou 2020? Non, maintenant c'était l'année dernière, en 2020. 2020. Oui, en janvier 2020. Et ça a été ma première formation, donc ça m'a pris énormément de temps, comme je pense. Enfin, une formation, c'est un mastodonte quand même à monter, mais ça m'a permis, ça a bien marché. Et du coup, je me suis dit ouais, ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je dois développer, que je peux développer, et qui permet aussi de se sécuriser financièrement. Et puis une fois que c'est fait quoi. Donc t'es pas toujours tributaire du temps que tu passes, et ça, c'est quand même un sacré confort quand t'es entrepreneur. Ouais. Donc tu as monté cette formation qui dure combien de temps? Alors en fait c'est des heures de vidéo, donc après c'est selon le rythme de la personne. On va mettre un bon mois pour pouvoir terminer la formation. Combien de modules Il y a 5 modules. Ouais. Et en termes de vidéos, je crois qu'il y a 4 ou 5 heures de vidéo. Et la possibilité d'avoir accès peut-être à une communauté privée pour échanger. Alors c'est un groupe Facebook. C'était un groupe Facebook à ce moment-là, mais tout ça je vais changer ce système parce que maintenant j'ai basculé sur Podia. Avant j'étais sur Teachable et sur Podia tu as la possibilité effectivement de répondre aux questions sur le forum, et c'est quand même beaucoup plus. Ça c'est les outils pour tout le monde, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est des outils qui permettent de monter facilement des formations en ligne. Exactement. Et donc toi tu as 1000 personnes qui ont suivi cette formation en ligne depuis le lancement, c'est alors cette formation et mes ateliers, ateliers en ligne. Ouais, ça encourage. Ça fait non mais tu vois, si tu compares par exemple au nombre de personnes que ton prof qui t'avait donné la formation en Ayurveda peut avoir dans une salle. Oui, c'est vrai, quand tu vois ça, tu dis punaise, 1000 personnes devant toi, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ouais. C'est toujours incroyable de le penser comme ça. C'est ça qui est magnifique avec les choses en ligne en fait. Enfin, les formations en ligne, les ateliers en ligne, tout ce qui est en ligne, ça t'offre des possibilités incroyables. Et dernier point peut-être sur cette diversification des revenus des activités. On a parlé des avantages que ça avait en termes de niveau d'énergie. Oui. Parce que les consultations individuelles, c'est très énergivore. Donc là, on répartit mieux avec plein d'activités différentes. Exactement. On a parlé des différents niveaux de marge. Les livres avec les éditeurs, c'est pas ça qui fait vivre, mais mais ça a d'autres avantages. C'est peut-être ça qui amène un jour des gens qui s'inscrivent à une formation chez toi. Et enfin, diversifier les activités dans le monde des médecines douces, ça permet aussi
de faire passer son message de plein de manières différentes et de, dis-moi si tu es d'accord, s'adapter peut-être à la manière d'apprendre et de progresser de chacun. Certaines personnes fonctionnent mieux avec des livres, d'autres avec des formations. C'est vrai, il y en a qui vont préférer les supports audio, d'autres vidéos, et c'est pour ça aussi que j'avais pensé ma formation comme ça, c'est pour nourrir tout le monde. Tu sais, je te parlais des 5 sens tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est comment est-ce que quelqu'un qui est auditif va trouver son compte, et je pense que c'est important aussi de penser les choses comme ça, pour s'adapter vraiment au plus de personnes possible. Est-ce qu'il y a d'autres activités prévues pour toi, Sophie, dans les prochaines années? Alors là, je suis en train de concevoir un oracle sur l'Ayurveda. Donc un oracle, tu sais, c'est les tirages de cartes. Les jeux de cartes. Ouais, exactement. Tu vas créer ton propre jeu de cartes. Oui. Là, il est en enfin, j'ai déjà signé avec la maison d'édition et je suis en train de le créer avec la personne. Donc il sortira l'année prochaine. Et il y a un autre livre aussi aux éditions Jouvence sur la beauté ayurvédique. Donc ça, et puis il y a mes chroniques sur sur C8 qui continuent. Et... Ah mais parle-nous de ça. Alors comment est-ce qu'on arrive sur C8? Comment est-ce qu'on arrive sur une chaîne de télé qui a quasiment la même audience que la chaîne YouTube de Live Mentor, hein, ça c'est on est presque concurrents. En fait, ça s'est fait grâce au livre que j'ai écrit, donc aux e-books qui m'ont amené au livre, et grâce au livre en fait la maison d'édition a contacté l'émission Le Maquis fait du bien, et puis voilà, ils ont aimé mon livre et du coup ils m'ont fait intervenir pour présenter en fait le livre, et puis au fur et à mesure en fait bon, il y a aussi une question de feeling, comme je dis, des fois aussi de rencontre d'âme, j'aime bien dire ça. Ça a tout de suite en fait pris avec la personne qui a créé l'émission, qui s'appelle Karine Arsène, que j'embrasse bien fort, voilà, ça a pris, et en fait elle m'a proposé après de devenir chroniqueuse sur l'Ayurveda. Tu y consacres combien de jours par semaine, par mois? Alors c'est une chronique par mois, et j'y passe à peu près 3 jours. 3 jours pour la préparation, ouais. 3 jours, ouais. Costaud. Ouais. Génial. Secret numéro 4 pour développer son activité en praticien ou praticienne de médecine douce, créer un écosystème de contenu. Alors Sophie, on l'a mentionné, des livres, Instagram, la chaîne YouTube, la newsletter, les e-books. Tu as réussi à créer du contenu de manière différente. Est-ce que tu peux nous partager comment tu as appris à créer tout ce contenu? C'est quelque chose d'assez essentiel quand on se lance sur Internet. Alors, nous, ce qu'on conseille en formation, c'est de commencer par une forme de contenu unique au début pour avoir des résultats, pour se familiariser. C'est ce que tu as fait avec les vidéos YouTube. Tout à fait. Mais il arrive toujours un moment où il faut se diversifier pour faire connaître son message à plus de personnes et pour s'adapter aux préférences de chacun et chacune. Comment est-ce que tu fais, toi, Sophie? T'as toujours aimé raconter des histoires? Parce que tu viens pas d'un background dans les médecines douces ou dans l'Ayurveda, mais tu viens pas non plus d'études ou d'un passé professionnel dans le journalisme ou la communication. Donc t'as tout appris en autodidacte. Alors oui et non, parce qu'en fait je viens des ressources humaines, mais comme je viens d'une école de commerce, à la base, on nous a quand même sensibilisés à la communication. Et tu vois, à être à l'aise à l'oral, à présenter des idées à l'oral. Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi pour ma chaîne YouTube. À maîtriser aussi son non-verbal, à savoir faire passer des idées. On avait aussi des cours de marketing. Et de tout ce qui est conception de packaging dans l'écologie. Voilà, tout ça en fait ça m'a aussi nourri. Je me suis dit ok, il y a une culture aussi dans le fait de communiquer avec les autres. Les mots sont importants, les émotions sont importantes. Donc j'ai été sensibilisée quand même assez tôt dans mes études par rapport à tout ça. Donc ça c'était comme je l'avais acquis quoi. Et en fait au tout début je parlais de mon changement professionnel en expliquant un petit peu d'où je venais et je voyais que en fait en étant tout simplement vrai, en mettant des émotions, et ben les gens aussi étaient réceptifs à ce que j'expliquais. Et donc ça a modulé aussi la façon dont j'ai écrit par la suite en fait. Mais en étant vraiment vrai et authentique, mais en mettant des émotions, en m'exprimant comme je parle en fait. Ouais. Voilà, et ça s'est fait un peu en tâtonnant comme ça, donc au niveau du blog. Et puis après, bien sûr, je me suis formée aussi pour tout ce qui est Facebook et Instagram, parce qu'il y a des algorithmes à comprendre. Ça, faut comprendre la technique aussi de ces outils-là.
Donc je me suis formée, puis j'ai aussi tâtonné comme beaucoup de personnes. J'ai regardé ce qui marchait pas, ce que faisaient les autres aussi, comment moi je pouvais modifier, changer, adapter à ma façon de faire. Et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé un peu mon rythme de croisière de cette manière aussi, en tâtonnant. Tu te formes régulièrement? Ça, c'est une routine pour toi d'acquérir de nouvelles compétences. Comment tu progresses? Ouais. Oui, je me forme beaucoup. Alors en Ayurveda bien sûr, mais pour les outils techniques, je me forme surtout sur Instagram et YouTube. Comprendre voilà comment on référence les choses en fait. Tout ce qui est aussi SEO pour le blog, c'est extrêmement important et c'est tellement technique et difficile. Donc faut apprendre tout ça. Comment tenir une comptabilité, enfin toutes ces choses-là, faut apprendre et j'arrête pas de me former sur le tard en prenant des cours aussi en ligne beaucoup et puis en discutant aussi avec d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs et puis mon conjoint qui est chef d'entreprise et qui m'aide aussi parce que lui ça fait 15 ans donc il me donne des petites techniques aussi pour gérer tout ça. Non mais j'ai hâte. On va dédier un numéro du magazine Odyssée, le magazine de Live Mentor, aux praticiens, praticiennes de médecine douce et thérapeutes. Génial. En partant du principe que quand tu es entrepreneur, tu dois vraiment songer à recourir à des personnes comme toi, parce que tu as justement tellement de compétences entrepreneuriales à acquérir, que si tu n'arrives pas à avoir des moments de respiration, à avoir des moments dédié à toi, dédié à ton corps, dédié à tes émotions, dédié à ta spiritualité, tu exploses, quoi. Tu fais un burn-out, voilà. Tu t'écroules et tu t'es pas une machine. Le burn-out des entrepreneurs. Exactement. Et Dieu sait que c'est très courant. Et il faut d'abord prendre soin de soi. Déjà, c'est pour ça que je parlais du fait de comprendre comment on fonctionne. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où tu vas être plus assertif un peu, ou est-ce que tu vas te connecter, voilà, à l'écriture? Des fois, tu passes en force, c'est difficile, et des fois, c'est plus fluide. Mais peut-être que tu as aussi des moments dans la journée où tu fonctionnes d'une certaine manière. Est-ce que c'est plutôt le matin chez toi? Est-ce que c'est plutôt le soir, l'après-midi? Il faut apprendre aussi à travailler, je dirais, en bonne intelligence avec soi quand tu es entrepreneur. Et pas toujours passer en force. Dire non, mais je vais le faire aujourd'hui. Des fois, non. Peut-être que tu peux attendre demain et ça sera plus simple, en fait. Est-ce que toi, tu as un nombre d'heures que tu consacres chaque semaine, grosso modo, à la création de contenu? Que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, les e-books? Ouais, alors... Je pense que, je sais pas trop compter, mais je dirais entre 20 et 30 heures par semaine. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu crées du contenu? C'est que ça te donne quoi comme émotion, comme énergie? Alors déjà, ça me libère énormément, ça me donne énormément de joie et tu sais, t'as un peu cet enthousiasme de savoir comment ça va être reçu aussi et comment les gens vont interagir, comment on va nourrir le dialogue en fait avec l'autre. Moi, c'est ça qui m'anime quand je partage quelque chose, une idée ou quelque chose sur l'Ayurveda que les gens ne connaissent pas, ou même aussi mon histoire. C'est comment est-ce que ça va être reçu. Je pense que c'est ça, c'est l'enthousiasme en fait de l'échange derrière qui me motive. Ouais, moi, je partage ça. Enfin, j'adore créer du contenu. Je trouve que c'est quelque chose d'incroyable et alors les livres sont une aventure à part entière, mais chaque forme de contenu a ses avantages. Par exemple, la newsletter, je sais que t'en as une, et moi c'est ma forme historique de contenu. Chaque fois que quelqu'un répond, je trouve ça incroyable. C'est beau. C'est beau. C'est pouvoir rentrer en relation individuelle, discuter, c'est ça, répondre, se poser des questions, ça c'est quelque chose de exactement. La personne se met à nu des fois et te parle et tu dis waouh, la confiance et c'est l'humanité quoi. C'est vraiment la connexion à l'autre qui est très nourrissante, ouais. C'est les belles choses d'Internet. C'est les belles choses, ouais. C'est les belles choses d'Internet. Tu rencontres des gens magnifiques, en fait. Et des fois, ça crée même des amitiés, des associations, des amitiés très profondes. Et ça te remet en question, ça te challenge. Tu comprends des choses sur toi, sur la vie, sur comment se passe, une entreprise, mais sur l'aventure, en fait, entrepreneuriale. Et c'est nourrissant à tous les points de vue, en fait. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue pour tes contenus? Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé. Pas beaucoup de fois, mais quelques fois. Ça fait quoi la première fois? Qu'on te dit, c'est vous, Sophie? Tu dis quoi? Mais tu t'en crois pas tes yeux, en fait. Et tu dis, mais comment vous me connaissez? Je t'ai vu sur YouTube. Waouh, c'est... des fois, tu verses ta petite larme, tu dis, mais c'est fou, quoi. Enfin, le monde est vraiment petit. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Allez. Secret numéro 5, cinquième et dernier secret de la réussite en tant que praticienne en médecine douce. Développer les compétences entrepreneuriales en même temps
qu'on développe son expertise technique. On l'a mentionné un petit peu, Sophie, en parallèle de ta formation en Ayurveda et du perfectionnement de tes compétences en Ayurveda, tu as toujours prioriser le développement de tes compétences entrepreneuriales. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour beaucoup de personnes dans le monde des médecines douces, pour beaucoup de thérapeutes, de faire ça justement, de développer leurs compétences entrepreneuriales, de s'affirmer comme entrepreneur, de mettre un prix sur leurs prestations? Pourquoi, à ton avis, c'est plus dur pour ce type d'entrepreneur en particulier? Parce qu'en fait, c'est un métier qui touche la santé, qui touche la donation de soi aussi. On est censé vraiment, enfin, on se donne à 100% à l'autre. Et donc, comme c'est quelque chose qui est en relation avec la donation, je pense que le fait de mettre un prix derrière ça, le temps qu'on va passer, l'énergie qu'on va employer, ça, c'est pas très bien vu en fait dans le monde de la médecine douce, justement. Donc on a l'impression d'être un peu de tromper l'autre en fait quand on demande de l'argent par rapport à une prestation qu'on va faire pour soigner quelqu'un, parce qu'on n'est pas médecin, etc. C'est peut-être aussi un manque de statut, je pense, de reconnaissance du statut. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça par rapport au fait de se positionner au niveau du prix, et puis la reconnaissance de ces métiers-là en fait. Donc je pense que c'est ça, mais en fait, quand on a fait plusieurs consultations, on se dit mais je donne tellement d'énergie, je passe tellement de temps avec la personne qu'il y a un moment, il faut aussi que je respecte mon travail et que je prenne cette position pour fixer un tarif. Même quand on apprend au début, parce qu'au début on va faire des consultations pour se développer, ou voilà, au début quand on n'est pas très connu, il y en a beaucoup qui le font gratuitement. Mais comment tu fais après derrière pour pouvoir vivre, pour continuer à te former? C'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait un juste prix pour tout le monde en fait. Et moi j'entends aussi beaucoup de simplicité dans tes propos, de pas rentrer dans une complexité incroyable dès qu'on aborde les sujets d'entreprise pure et dure. Moi je vois des thérapeutes qui se bloquent à cause de ça. Ils disent non mais si je rentre dans les devis, je sais pas exactement quel prix mettre, est-ce que je fais une session ou 5 sessions ou 10 sessions? Moi, je trouve que ton rapport a l'air d'être assez sain. C'est j'ai besoin d'être rémunéré pour mon travail. Je fais de la communication parce qu'une entreprise a besoin de communiquer pour se faire connaître. Je gère mes finances parce que j'ai des impôts qui vont tomber. C'est ça. Il faut que mes finances soient en règle. Exactement. Il y a des choses que je suis pas la meilleure pour faire. Peut-être ton site internet, je délègue à des freelances. Voilà. Mais tu prends la responsabilité, mais avec en gardant de la simplicité dans tout ça. C'est ça, avoir une offre simple aussi, et puis se dire effectivement j'ai des limites, donc il faut apprendre à reconnaître ça et comment je peux faire pour trouver les compétences chez d'autres personnes qui viennent m'aider. Mais pour ça il me faut de l'argent, pour ça il faut des ressources, et comment je fais derrière aussi pour accompagner l'évolution de son entreprise. Et ça doit arriver très tôt en fait dans le positionnement, de penser comme un chef d'entreprise, se dire tout de suite ok, j'ai des charges parce qu'elles vont tomber, elles vont rattraper, elles vont pas y louper, et c'est beaucoup, c'est cher. Derrière il faut payer aussi, par exemple si on fait des soins corporels, faut payer les tables de massage, les huiles, il y a tout ça aussi à payer, et on se retrouve vite en fait le bec dans l'eau à se dire oh punaise, ah ouais, en fait je peux pas en vivre. Parce que le positionnement du tarif, il doit être réfléchi, maturé. Et qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour l'autre. Mais même si je débute, je peux quand même demander à être payé, et je dois être demandé à être payé parce que je passe du temps et de l'énergie, et que de toute façon je me forme pour que ça soit qualitatif, et croire en soi et se dire bien sûr. Je mets les pieds dans l'entrepreneuriat, donc il faut que je pense comme tel en fait, dès le début. Et moi ça je l'ai fait dès le début. Et je pense que t'as eu complètement raison, et tout fait sens. L'effort sur le contenu, la communauté en ligne, c'est ce qui vous permet de vous faire connaître sans dépenser énormément d'argent en publicité payante. C'est ce qui permet de stabiliser l'activité, c'est ce qui permet la diversification des revenus, de pouvoir partir en vacances à certains moments, parce que certains revenus sont passifs, ne dépendent pas totalement de notre temps. Mais totalement. Quand je suis partie en Inde, par exemple, c'est ce qui m'a permis aussi de partir, parce que je suis partie 3 mois de suite. Derrière, j'avais pas d'argent, et les e-books, m'ont permis aussi de gagner de l'argent, et je me suis dit, heureusement que ça existe, quoi. Heureusement que j'ai cette assise-là, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer pour être sereine. Tu vois, un truc bête, mais quand on devient parent et qu'on a les congés à maternité ou paternité,
derrière aussi c'est difficile parce que tu as beaucoup de frais et tu gagnes pas d'argent à ce moment-là. Donc avoir du passif aussi, ça rassure. Et moi je pense aussi comme ça, je me dis ok, au moment où je vais être maman, je veux quand même qu'il y ait des choses qui tournent tout seul pour me concentrer sur ce nouveau rôle-là et être sereine, quoi. Non, être enfermé dans le cabinet, c'est une situation qu'on ne souhaite à personne. Oui, je pense que c'est difficile quand même. C'est difficile. Et pour en avoir parlé avec beaucoup de thérapeutes et de praticiens, au bout d'un moment, tu suffoques un peu quand même. Bon. Merci infiniment, Sophie, pour tout ce que tu as partagé durant cette vidéo. Merci. Pour toutes celles et ceux qui nous ont regardés, allez voir le travail de Sophie, c'est la meilleure chose à faire après avoir vu cette vidéo. Allez voir tout ce contenu qu'elle partage depuis des années, les livres également, on mettra les liens sous la vidéo. Si vous êtes praticien ou praticienne en médecine douce et que vous avez du mal à développer votre activité, vous pouvez réserver un appel diagnostic gratuit avec quelqu'un de l'équipe Live Mentor. On regardera votre situation en détail en 30 minutes et on vous partagera des cas pratiques de thérapeutes, de praticiens en médecine douce qui se sont lancés et pour vous montrer que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. À partir du moment où on a la bonne approche, absolument n'importe qui peut réussir à développer son activité et à en vivre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr la partager autour de vous, vous abonner à la chaîne YouTube de Live Mentor, mais surtout me poser toutes vos questions en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre. À bientôt!